Révolution digitale, épisode 99. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Allez hop, on retourne aux États-Unis où nous retrouvons une entrepreneure française pleine d'énergie qui travaille dans l'événementiel. Après s'être spécialisée dans les médias et travaillé dans des organisations comme Paris Musée, AOL Time Warner et le Stade de France, elle s'expatrie en 2007 à New York pour vivre de nouvelles aventures. Elle travaille alors pour Médecins Sans Frontières et pour l'UNICEF avant de fonder en 2011 l'agence New York Paris Connection qui accompagne les couples francophones du monde entier dans leurs préparatifs pour célébrer leur union à New York. Et elle ne s'arrête pas là avec le lancement d'Elegance Events New York. J'espère que je l'ai bien dit, une nouvelle agence qui organise des événements corporate. Tribu Digital, on retourne donc dans la grosse pomme où j'ai le plaisir de recevoir Assetou Godissart. Salut Assetou. Bonjour François. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je sais qu'il est super tôt à New York, en tout cas super tôt selon nos standards. Tu m'as dit hors antenne que tu étais une lève-tard et ben voilà, je suis dans le même club. Donc voilà, écoute. Ah, c'est tout, je suis obligé de te poser la première question de cette émission qui est: est-ce que tu es prête à nous inspirer aujourd'hui? Complètement, hein, depuis New York, on ne peut qu'inspirer, je crois. Ah oui, tu vas nous raconter tout ça. Tu n'es pas la première à venir nous rejoindre depuis New York et à chaque fois on apprend quelque chose de nouveau. Donc on compte sur toi pour être à nouveau surpris. Et justement, commençons par ta bio. On a fait vraiment un petit survol très très rapide, vraiment une introduction. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et ce qui serait sympa peut-être, c'est est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi? Alors, tout le monde ne le sait pas, il y a des gens qui le savent, mais pas tout le monde. Je suis parisienne, mais d'origine malienne et espagnole. En fait, la famille de ma maman est espagnole et mon père est malien. Donc voilà, j'ai des horizons très ouverts. Et je suis également mariée, j'ai 2 enfants. Donc voilà, c'est peut-être des choses que les gens ne savent pas forcément quand ils me rencontrent la première fois. Waouh. Ah non, mais ça fait tout de suite rêver, on se sent connecté à la planète entière, rien que de savoir ça maintenant. C'est ça. Et justement, vas-y, allez, parle-nous un peu de tes projets. On va parler de ton aventure entrepreneuriale un peu après, mais là, ce qui serait sympa, c'est que tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu fais avec tes 2 agences, sur quoi tu travailles principalement, comment tu génères tes revenus et pourquoi tu as choisi ces business models particuliers. Alors, je sais, c'est beaucoup de questions et je te laisse nous orienter. D'accord. Alors, en fait, pour revenir au départ, moi, j'ai toujours fait de l'événementiel. En fait, j'ai étudié dans la communication à l'université à Paris et j'ai toujours été dans ce monde-là des médias. Comme tu l'as très bien dit, donc j'ai travaillé pour différentes organisations à Paris, des grosses entreprises. Et puis j'ai eu un moment une envie. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de partir de France, de découvrir autre chose, de vivre de nouvelles aventures. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, les États-Unis, ça a toujours été dans un petit coin de ma tête parce que quand j'étais jeune, j'étais une grande fan de la culture américaine, notamment de la musique.
et puis du sport. J'aimais beaucoup le basket, donc voilà, c'était quelque chose qui me faisait rêver. J'avais eu la chance jeune d'aller un jour faire un petit séjour aux États-Unis, et j'avais adoré, et notamment New York, qui m'avait vraiment beaucoup marqué, comme pour beaucoup de gens. Et donc quand j'étais en France, en train de travailler à Paris, je me suis toujours dit, oui, un jour il faudra que je parte quelque part pour avoir une nouvelle aventure. Et à ce moment-là, avec mon chéri, on s'est dit, allez, on y va, on part quelque part, et on a bien sûr choisi New York. Lui, travaillant dans la finance, voilà, c'était plus simple pour lui. Donc on s'était dit, moi je travaillais au Stade de France à ce moment-là, j'étais responsable presse, et donc on s'est dit, faut qu'il y en ait au moins un ou deux qui travaillent, qui trouvent un job. Et lui travaillait dans la finance pour une banque américaine, donc on a facilement pu faire le lien avec New York. Et puis on est arrivé ici, on s'était dit, bon, allez, on sera là pour 2 ans, on se donne une aventure de 2 ans, et puis ça fait 12 ans. Bah oui, j'allais dire. Voilà. Depuis 2007. C'est ça, on n'est pas reparti. Et quels sont les plans maintenant? Est-ce que c'est pour le long terme? Alors, est-ce que vous envisagez quand même de bouger? Je sais pas. J'avoue que je ne réponds plus à la question. Au départ, je disais non, on va revenir. Et puis bon, maintenant, voilà, je pense qu'on a fondé une famille ici, on a créé notre vie ici, on est bien. Donc pour le moment, on reste là. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais on aime vraiment cette ville. On a vraiment été happé par New York. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi, au départ, j'ai travaillé pour, comme tu l'as dit, pour 2 organisations humanitaires, Médecins sans frontières et pour l'UNICEF. Au début, pour me faire un peu la main, j'étais dans les services communication pour ces 2 organisations. Et puis après, voilà, c'est New York. Et New York, ça a un côté quand même... tout le monde te dit, mais pourquoi tu fondes pas ta propre entreprise? Pourquoi tu crées pas quelque chose? Et je me disais, pourquoi pas? Enfin, mais j'ai pas une âme entrepreneuriale à la base, donc je me disais, oui, pourquoi pas? Et tout le monde m'a dit, mais si, essaye, tu devrais. Et je me suis dit, bon, allez, j'essaye. Effectivement, d'un point de vue aussi pratique, logistique, c'était bien pour moi de pouvoir un peu gérer mon emploi du temps. Et je me suis dit, bon, allez, j'essaye. Je monte ma boîte. Bien sûr, j'ai voulu rester tout de suite dans l'événementiel parce que c'était quand même voilà, c'est mon je suis à l'aise, j'aime ce métier, c'est quelque chose qui me représente et j'aime faire ce que je fais. Donc je voulais pas changer de domaine et je me suis dit bon allez, je tente l'aventure. Si j'essaye pas New York, j'essayerai nulle part ailleurs. Donc pourquoi pas. Et voilà. Et donc là je me suis voilà, j'ai tenté, j'ai été les gens étaient très enthousiastes pour moi, c'est le côté très New York où tout le monde se dit ah c'est super et moi j'étais là oui puis j'attendais, j'ai pas encore commencé. Ouais. et puis voilà, et puis là je me suis dit bon allez, tu gardes ton métier, tu changes pas, c'est pas comme si j'allais devenir pizzaolo, que je savais quand même ce que je faisais, donc même si New York justement crée de grandes parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde à New York et ce côté entrepreneurial en fait il permet à des gens de s'exprimer dans des domaines dans lesquels ils étaient pas avant et ça c'est quand même très très chouette. C'est pas mon cas parce que moi j'étais comme je l'ai dit, j'aime vraiment ce que je fais et je voulais rester dans le domaine de l'événementiel, mais c'est le côté très New York en fait. Je pense il y a une énergie qui nous pousse à faire des choses dans lesquelles on n'est pas forcément à l'aise ou qui nous challenge quand même beaucoup. Donc voilà, donc j'ai tenté l'aventure. C'est génial et c'est vrai, les États-Unis, c'est cette terre des opportunités. Il y a un accès pour faire ces choses. Enfin, ça a l'air plus facile. Ça veut pas dire que c'est plus facile, mais c'est vrai que la barrière, en tout cas la barrière psychologique, est plus facile à passer aux États-Unis que peut-être dans des pays comme la France ou la Belgique, j'ai l'impression. Ouais. Et le soutien même des gens et aussi de l'infrastructure à tous les niveaux est quand même un peu mieux développé, j'ai l'impression. Et justement, j'avais une petite question par rapport à ça. Bon, toi, vous êtes arrivé là-bas à New York. Tu t'es dit, voilà, j'utilisais mes superpowers, mon super pouvoir dans l'événementiel et tout ça. C'est ce que tu aimes bien faire, c'est ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître en tout cas pour te faire une place dans cet écosystème new-yorkais en tant que Française qui débarque en fait? En fait, j'ai d'abord créé New York Paris Connection et l'idée c'était, je me suis dit bon, je fais de l'événementiel, c'est un métier que je connais, je vais juste l'appliquer dans
et l'exercer dans un milieu que je connais pas et dans un pays que je connais pas. Et donc l'idée c'était de trouver un peu qu'est-ce qui fait ma distinction par rapport aux autres. Et je me suis dit moi ce qui me distingue des autres, c'est d'être française et d'être à New York. À ce moment-là aussi, j'ai discuté avec une amie qui était à Paris et qui était wedding planner à Paris, qui m'a dit oh là là, mais tu devrais organiser des mariages. Vraiment, les États-Unis, c'est quand même c'est le pays c'est le métier des américains par excellence, quoi, wedding planner. Et je me suis dit oui, c'est vrai, pourquoi pas. Ça rajoute quelque chose. En tout cas, c'était quelque chose que je connaissais pas. J'avais organisé mon mariage, mais j'avais jamais organisé le mariage de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'est un challenge aussi. Et donc bien sûr, je me suis d'abord appuyée sur mes connexions à moi, sur mon réseau, qui était très corporate, puisque moi, je n'avais travaillé que dans le monde corporate auparavant. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse bouger ce domaine-là. Donc, j'avais pas complètement mis à part événementiel d'entreprise, en me disant, il faut que je garde ça va me permettre de commencer, d'avoir une activité au départ, et puis de développer à côté les mariages, sachant que je partais de zéro, donc il fallait que je commence à tâter un peu le terrain. Comment j'ai réussi à me faire connaître? On marche avec le réseau, ça c'est typique américain de toute manière, mais j'ai bien sûr, donc j'ai créé ma boîte, j'ai mon site internet, les réseaux sociaux, etc. Et puis je me suis dit je vais contacter tous les gens que je connais en leur disant voilà ce que je fais aujourd'hui, si vous avez des besoins, si vous entendez parler de choses, dites-le moi. Et puis après ça fait un peu effet boule de neige, c'est-à-dire que les gens en parlent autour d'eux, c'est quelque chose qui est très normal aux États-Unis de faire le lien et d'être toujours référent et de toujours aider en fait tout simplement et de parler de la boîte et de l'entreprise des autres. Donc ça m'a permis de commencer un peu l'activité. Et puis après j'ai commencé à trouver des mariés. Et alors comme je l'ai dit, il fallait que je me distingue des autres parce que des wedding planners il y en a des milliers à New York, je ne suis pas la seule. Et quand j'ai écrit mon business mon business plan, je me suis dit qu'est-ce qui me distingue. Donc je suis française et je suis à New York, donc je me suis dit peut-être que c'est de parler à des francophones en fait et de dire moi je fais des mariages à la française, donc c'est un peu différent d'un point de vue culturel, il y a plein de choses qui se distinguent d'un mariage américain. Et puis surtout je suis sur place, donc je peux aider des gens qui veulent organiser quelque chose ici. Donc en fait, j'ai développé ce qu'on appelle du destination wedding. Donc, c'est des gens qui ne vivent pas à New York, mais qui peuvent venir à New York pour organiser leur mariage. Et donc, j'ai touché d'abord la communauté francophone. Et donc, j'ai bien sûr des gens qui viennent de France, de Belgique, du Luxembourg, des Antilles, de la Réunion, donc de Tahiti, de la Polynésie française. Donc, des gens qui viennent de loin, qui sont francophones, et qui veulent venir à New York pour organiser leur mariage. Et donc voilà, j'ai commencé petit à petit, et là comme je l'ai dit, il y a un côté un peu effet boule de neige. Les gens ont commencé à me trouver sur internet, mon référencement était de plus en plus bon sur Google, donc les gens tapaient des mots-clés et trouvaient mon site, et donc voilà. Et donc bien sûr j'ai été exposée, j'ai mes réseaux sociaux, j'ai eu des articles, je travaillais aussi avec des blogueurs, donc j'ai eu des articles dans des blogs, et ça en fait ça m'aide beaucoup parce que quand on décide de se marier, les mariés, une des premières choses qu'ils font, c'est d'aller regarder ce qui se passe sur internet et qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Donc plus j'ai d'exposition sur les réseaux sociaux et sur des blogs, meilleur c'est pour moi en fait, puisque ils vont à un moment trouver quelque chose à mon sujet, sur ce que je propose, sur mes services. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi en fait à trouver mes premiers clients. Moi aussi j'en parlais autour de moi bien sûr, et puis j'ai organisé le mariage de copains de copains. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai débuté, et puis aujourd'hui ça roule. C'est génial, félicitations. Et j'aime bien ce que tu viens de dire. T'as déjà répondu à 2 ou 3 autres questions que j'avais, et j'ai bien aimé c'est ton approche sur comment trouver tes premiers clients. Et c'est vrai, le bouche à oreille ça fonctionne toujours très bien. Et tu parlais t'es passé dans des blogs, etc. Et on reçoit beaucoup de questions ici, justement, d'auditeurs et d'auditrices qui sont mais comment est-ce que vous faites et comment est-ce que vos invités font pour se faire connaître, pour passer dans des blogs, faire du marketing d'influence sur Instagram, etc. Et toi, comment tu as fait pour apparaître, par exemple, dans des blogs ou peut-être dans des magazines? Est-ce que tu contactes toi-même les auteurs, ou est-ce que c'est parce que tu t'es fait repérer par eux? Est-ce que tu as un petit conseil à donner?
Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que moi, en fait, mon travail, donc organiser, donc parce que j'ai pas expliqué en tant que tel quel était mon métier, mais donc organiser un événement, c'est vraiment s'occuper de toute la préparation de l'événement de A à Z, et donc de trouver tous les prestataires qui seront impliqués dans l'événement. Pour un mariage, ça va être bien sûr le photographe, le traiteur, le lieu de réception, le fleuriste, etc., etc. Et puis c'est aussi de coordonner, de faire vraiment, de jouer un rôle de coordinatrice et de planifier la journée et d'être présente le jour J pour tout mettre en place et que tout se passe bien. Il y a aussi une partie un peu de déco, souvent pour que l'endroit qui corresponde à ce que veulent les mariés ou ce que veut l'entrepreneur, le client corporate. En fait, ce qui moi en fait me permet d'apparaître dans des blogs, c'est les photos. C'est-à-dire que j'ai un métier qui est très visuel. Donc en fait, typiquement, j'ai un mariage, j'ai un photographe et donc j'ai un reportage photo. Et en fait, j'ai beaucoup de blogs qui aiment, en fait, les gens aiment retrouver ces photos, ce visuel. Et donc je leur propose, en fait, je leur soumets tout simplement. Donc ça peut être des blogs de mariage, mais ça peut être des blogs qui ont d'autres thèmes, et leur montrer que voilà, on peut se marier à New York et comme qu'est-ce qui se passe, voilà, et de montrer le déroulé d'une journée de mariage à New York. Et donc ça plaît beaucoup. Donc je leur soumets en fait tout simplement les photos. Les photographes avec qui je travaille le font eux-mêmes souvent très spontanément, et ils soumettent leur travail à des blogs, et donc il y a une parution qui se fait après. Et puis après j'ai aussi des personnes qui sont venues vers moi et qui ont des blogs et qui ont vu, et donc ça c'est plus le côté femme entrepreneur à New York et qui veulent faire un portrait d'une personne ou qui souhaitent montrer quelque chose d'un peu différent et original, organiser son mariage à New York, et qui viennent vers moi pour plutôt faire un portrait, sur qui je suis, ce que je fais, mon métier, et qu'est-ce que c'est de vivre à New York et d'avoir monté une boîte à New York et de vivre dans cette ville incroyable. Génial. Et ben justement, avant qu'on passe à la suite de l'émission et des questions à passer à ton parcours, je voulais te demander, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi pour te lancer à New York ? Le plus difficile, c'était de commencer de zéro, en fait. C'est tout simplement de monter notamment ma liste de prestataires, parce que, comme je l'ai dit, j'organise tout de A à Z, donc je dois proposer des prestations à mes clients, mais pour moi c'est hyper important de ne pas imposer des prestataires. Je ne le fais jamais, c'est pas l'idée. J'essaye de personnaliser au maximum ce que je fais, donc je leur soumets toujours une liste de prestataires, typiquement une liste de photographes, une liste de lieux, une liste de restaurants, etc. Et donc ce qui a été le plus dur, c'était en fait de trouver tous ces endroits, toutes ces personnes, tous ces prestataires, et de me dire, parce qu'on est à New York, enfin, je veux dire, des photographes, il y en a des milliers, donc avec qui je travaille d'abord, pourquoi eux plus que d'autres? Et en fait, au fur et à mesure où j'ai monté la boîte, je me suis rendu compte que j'avais des affinités avec certains plus que d'autres, donc je les ai rencontrés, donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps au départ à rencontrer des gens, à visiter des lieux, ce que je fais toujours d'ailleurs, parce que c'est New York et que ça bouge tout le temps, donc faut toujours être au courant de tout ce qui se passe, mais d'être toujours à la recherche de nouvelles personnes, à trouver les gens avec qui correspondent aussi à ce que je veux faire et à ma vision. Ça, c'était hyper important. Et en fait, moi, j'ai trouvé un peu mon créneau qui était, je suis entrepreneur, je suis seule, j'ai monté ma boîte toute seule, et j'aime bien ça. Donc, j'aime bien l'idée de travailler avec des gens qui ont un peu le même business model, qui est, ils ont monté leur boîte, ils commencent, ou ça fait quelques années qu'ils le font déjà, mais un côté un peu intimiste, dans le sens où ce sont pas forcément des gens qui vont faire c'est pas des grosses boîtes en fait. Je m'adresse vraiment à des gens avec qui je travaille en direct et avec qui je vais travailler le jour J en fait. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est des gens avec qui je pense on a la même façon de voir les choses et on a la même façon de monter un événement et de s'adresser aux clients en fait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai au fur et à mesure pu monter mon carnet d'adresses, et un carnet d'adresses que
que je continue à toujours remplir, échanger, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent à New York mais après qui n'y sont plus, parce que comme je disais, c'est New York, et que New York, il y a un quartier qui est à la mode, le lendemain il est plus à la mode, il y a un nouveau lieu qui s'ouvre après. Donc faut quand même, mon métier c'est quand même d'être au courant de tout ce qui se passe, et donc je suis quand même beaucoup sur le terrain pour rencontrer des nouvelles personnes, voir de nouveaux services, des nouveaux lieux, et voilà, et être toujours ouverte d'esprit et pouvoir toujours voilà, exactement. Ouais, la ville qui ne s'arrête jamais. Et si tu avais un petit conseil à donner rapide à celles et ceux qui voudraient se lancer, enfin qui seraient peut-être déjà à New York ou peut-être ailleurs aux États-Unis et qui voudraient se lancer comme toi tu l'as fait, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Faites-le. Allez-y, go for it. Faut le faire. Je sens qu'on va réentendre ça pour le mot de la fin, mais tu as tout à fait raison. Finalement, il n'y a pas moyen de le savoir autrement qu'en se lançant et en participant aux réseaux aussi qui sont sur place. Il y a pas mal de réseaux à New York. Il y a pour les femmes, il y a She4She, il y en a d'autres. Je connais moins pour les hommes. Il faudra qu'on ait des hommes de New York un peu dans l'émission aussi pour avoir cette information. Mais Astou, je te propose ici maintenant qu'on passe à ton aventure, à ton parcours entrepreneurial jusqu'à présent. Et tu nous as déjà donné quelques petites informations à ce sujet. Et justement, dans cette première section qui s'appelle l'appel à l'aventure, on demande toujours ici à notre invité quand est-ce qu'il ou elle a su au fond de lui ou elle qu'il voulait devenir entrepreneur. Mais toi, tu nous as dit, voilà, tu nous as expliqué, tu étais dans le corporate quand tu étais en France, tu as travaillé aussi pour des organisations à New York. Tu t'es lancé, mais est-ce que ça a été un choix difficile? Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui d'avoir quitté ce monde de l'entreprise, par exemple? Pas du tout. Non, alors c'est très clair. Non, alors moi voilà. Non, moi je n'ai pas une âme entrepreneuriale. Vraiment, je pense qu'au départ je me suis dit, j'avais l'impression que les gens étaient encore plus motivés que je ne l'étais, pour être très honnête, où vraiment il y avait une effervescence, les gens sont hyper contents, enfin vraiment, et puis je pense que c'est vrai, enfin les gens sont contents pour vous parce que vous montez quelque chose, vous êtes à New York, et donc j'étais un peu, je me disais ah oui, OK, donc effectivement, on peut faire quelque chose ici, les gens ont l'air d'y croire, donc il faut que j'y croie aussi. Mais je pense donc que je n'avais pas cette âme entrepreneuriale. Après, voilà, c'est New York, on est dans cette ville, et comme j'ai dit au départ, je me suis dit si je le fais pas ici, je le ferai jamais. Donc je me suis dit il faut pas avoir de regrets, il faut que j'essaye. Donc j'essaye, si ça marche pas, ça marche pas, mais j'aurais essayé. Donc j'ai pas eu un moment précis. Enfin, c'est pas vrai. C'est-à-dire que en fait, je travaillais pour l'UNICEF et pour Médecins sans frontières, et ensuite j'ai eu un petit garçon. Et donc quand j'ai eu mon petit garçon, je me suis dit bon bah voilà, il est né, j'ai passé quelques mois avec lui, et là je me suis dit bon c'est bon, je suis prête à retourner dans le monde du travail. Et j'ai commencé à faire des entretiens, à répondre à des annonces, et là je me suis dit en fait ça va être un peu compliqué, comment je fais? Je pense que je suis pas la seule, je suis une femme, maman, et surtout je suis expatriée, je suis pas dans mon pays, donc j'ai pas la famille autour de moi, et je pense que beaucoup de femmes comme moi se posent beaucoup de questions à ce moment-là et se disent bon OK, donc maintenant est-ce que je reprends le modèle d'avant ou est-ce que j'essaye de faire différemment? Et moi je me suis vraiment dit en fait il fallait que je fasse différemment parce que d'un point de vue simplement logistique, ça allait être compliqué. Voilà, il faut trouver des nounous, il faut trouver une crèche, enfin, voilà, c'est un peu. Et là, je me suis dit, non, en fait, pourquoi pas tenter. Et vu cet enthousiasme autour de moi, je me suis dit, oui, c'est vrai. Alors, donc, il y a moyen peut-être de faire quelque chose. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, pour répondre à ta question, que je me suis dit, bon oui, je vais faire tout pour que ça fonctionne et voir. Donc j'ai fait bien sûr mon business plan. Je suis pas partie comme ça. J'ai réfléchi, je me suis posée, j'ai vu un peu ce qui était possible de faire ici. Et puis j'ai tenté l'aventure. Aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que j'ai vraiment une flexibilité dans mon travail qui est important pour moi. Maintenant, j'ai 2 enfants. Et c'est hyper important. Je veux dire, à partir du moment où on est expatrié, on n'est pas dans son pays, mais même, je pense qu'on est dans son pays, mais pas dans sa ville d'origine. À partir du moment où on est loin un peu de sa famille, il y a toute une partie logistique qui est importante à mettre en place. Et la flexibilité que j'ai aujourd'hui avec mon travail, je la regrette pour rien au monde. En fait, je le changerai pas. Peut-être qu'un jour je retournerai dans une entreprise. Ça c'est pas parce que c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup plu. Travailler dans des grosses entreprises comme AOL Time Warner ou le Stade de France, c'était des grosses boîtes, et j'aimais beaucoup. J'adore ce côté travailler en équipe, voilà, faire des gros événements. Mais aujourd'hui, je fais des plus petits événements et ça me va très bien. Je les fais à la hauteur de ce que je
la hauteur de ce qui me paraît faisable pour moi. Après, bien sûr, je monte des équipes, je travaille avec des freelances, j'ai des gens qui viennent travailler pour moi sur des événements précis, mais cette flexibilité, elle est pour moi. Oui, la flexibilité, c'est ça. Hein. Ouais. C'est importante. C'est super important. Mais j'aime bien que tu dises aussi et que tu sois très franche sur le fait que tu as bien aimé ton passage en entreprise. Et je pense que c'est effectivement une question de choix. Et les personnes, beaucoup des personnes qui nous écoutent, elles ont vraiment cette envie de liberté, cette envie de flexibilité, cette envie de pouvoir gérer son propre temps et comment on gère ses propres rentrées également. Et justement, est-ce que tu aurais pu envisager de faire ça en France, par exemple? Je pense pas, mais tout simplement parce que j'étais pas, c'est pas quelque chose qui, comme je l'ai dit, qui est en moi. Enfin, de monter une boîte, c'est pas quelque chose que j'avais en tête à ce moment-là. Je l'ai jamais eu. Enfin, il y a des gens qui, depuis toujours, savent qu'ils veulent monter une boîte, c'est un peu leur ligne de mire. Ils se disent un jour je monterai une entreprise. Moi, pas du tout. Je pense que j'étais dans un système qui fait que je travaillais pour des entreprises et ça m'allait très bien. Vraiment, à ce moment-là, j'ai beaucoup appris avec plein de gens très importants qui m'ont beaucoup marqué. Donc c'était vraiment c'était pas des. Je pense que la France aussi, c'est pas forcément un pays. Comme j'ai dit, enfin New York, il y a vraiment une énergie dans cette ville qui fait que on est un peu happé à se dire bon bah ok, tout le monde monte sa boîte, tout le monde monte une boîte à un moment ou à un autre, tout le monde essaye quelque chose et on se dit bah pourquoi pas moi en fait. Alors qu'en France, moi j'étais à Paris, c'est pas du tout la mentalité est très différente. Je pense que les gens ont quand même envie d'une certaine sécurité, veulent être dans une entreprise en se disant voilà je sais que tous les mois je serai payé tant. Enfin il y a quand même encore plus aujourd'hui certainement, mais voilà les gens c'est très différent. Et puis les gens me disent parce que bien sûr je vais en France quand même régulièrement et les gens que je connais qui montent leur boîte me disent que c'est très difficile en tant qu'entrepreneur en France. D'un point de vue financier notamment c'est très compliqué quoi. Donc voilà. Le tribu digital, voilà le mot est lancé. Si vous voulez vous lancer efficacement, il faut migrer à New York ou dans une ville similaire. Merci pour ça. C'est tout. Et ici, est-ce que tu pourrais alors peut-être nous parler de, vu que tu t'es lancé dans ce grand projet entrepreneurial et tu y es dedans depuis pas mal de temps, est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que ça a été? Je dirais que pas forcément un en particulier, mais c'est toujours d'essayer de faire de son mieux en fait et puis le pire moment, je pense que il y a pas très très longtemps en fait je me suis retrouvée face à des mariés en fait qui n'ont pas du tout été respectueux de mon travail et ça c'était très dur parce que j'essayais toujours de donner le maximum que je peux, de toujours faire. Comme j'ai dit, je personnalise beaucoup, je donne beaucoup de mon temps parce que c'est un service que je fais, événementiel, c'est vraiment du service et d'avoir des personnes qui se disent, en fait, tout simplement, enfin c'est assez concret, donc j'avais signé un contrat avec des clients et en fait je sentais qu'ils savaient pas trop où ils allaient, donc ils voulaient organiser leur mariage à New York, un couple venant de France, et en fait ils m'ont dit, donc on a fait beaucoup d'allers-retours, je leur ai fait plein de propositions et en fait ça leur convenait pas et j'ai fait la grande bêtise de pas leur demander un acompte. Et ça a été une bêtise de ma part, c'est-à-dire que j'aurais dû ce que je fais toujours et je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois où je me suis dit, je les sentais un peu je voyais bien, je sentais qu'ils savaient pas où ils allaient, donc je me suis dit, je leur donne le temps, donc on a juste signé un contrat et après je leur ai dit, je vous enverrai la première facture d'acompte, qu'une fois que le lieu de réception sera réservé. Et en fait, je pense que, comme me l'a fait remarquer une personne à qui j'en ai parlé, ils ne se sont pas sentis engagés en fait. Donc parce que signer un contrat c'est pas grand chose, c'est juste mettre une signature sur un papier. Je pense que ils avaient besoin, donc quand on s'implique financièrement c'est différent, et donc un jour il m'a envoyé un message en me disant juste simplement merci, c'était très sympa, mais en fait on va arrêter, on va pas le faire. Et là je me suis dit ok. Oh non.
Mais j'ai pas trouvé ça correct. Déjà, envoyer un email alors qu'on s'était parlé un certain nombre de fois au téléphone. Enfin bon, et donc je leur ai dit, mais donc ok, mais j'ai quand même travaillé. C'est-à-dire qu'il s'est passé un certain nombre d'heures, j'ai passé un certain nombre d'heures pour vous. Et donc vous devez vous me devez quand même quelque chose. Et en fait, bien sûr, je n'ai plus entendu parler d'eux. Et là, c'est là où je me suis dit, bon, déjà on apprend de ses erreurs, on en fait toujours. Donc voilà. Mais je me suis dit effectivement, il y a un côté, et ça c'est la notion de service qui est en France très différent de la notion de service aux États-Unis. Je pense qu'un service en France, on se dit que c'est gratuit, en fait, tout simplement parce qu'on se rend pas compte que on paye quelqu'un derrière et que c'est pas juste du fun et que cette personne elle travaille pour de vrai. Ici aux États-Unis, le service est payant, en fait. Tout est payé, tout ce qui est lié au service est payant. Donc on paye, on donne au service quand on va au restaurant, on donne. Donc c'est complètement ancré dans la culture. En France, pas du tout. Et donc c'est dur pour moi en gros, j'ai l'impression pour certaines personnes, pas pour tous, de justifier mon travail et de devoir dire, bah oui, vous devez me payer parce que c'est un service, que c'est mon travail, ce service est mon travail. Et donc là, je pense que c'est typiquement ces personnes-là en particulier n'ont pas du tout, n'avaient pas cette notion-là en fait, ne le comprenaient pas et se disaient tout simplement que c'était quelque chose. Voilà, que j'avais passé du bon temps avec eux et que c'était très sympa et qu'on avait fait connaissance et que c'était bien, mais que derrière, sauf que non, j'ai travaillé, donc voilà, ça c'était pas très, voilà, non, c'est en tant que, ouais, pas cool et pas, enfin, forcément on se sent pas bien après ça, on se dit, bah, et puis je m'en suis beaucoup voulu en fait, je me suis dit, bah voilà, bon, après j'apprends de mes erreurs, mais je m'en suis beaucoup voulu en me disant, mais oui, effectivement, j'aurais jamais dû faire cette exception, voilà, c'était la preuve qu'il faut pas faire d'exception en fait. Non, exactement. Mais ici, et j'aime bien que tu prennes ça vraiment avec le sourire. On entend que tu le prends plutôt bien, que tu as pris la leçon qu'il y avait à tirer. Et c'est ça qui est important, c'est que tu as dû le vivre pour qu'on ne t'y reprenne plus, finalement. Et je suis sûr que tu as mis en place des systèmes pour que ça ne se repasse pas. Et donc voilà, Tribu Digital, voilà une très belle leçon à retenir ici. Et assez tout, si tu pouvais résumer très brièvement la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Ma leçon, ça serait, il faut tenter. En fait, je pense que tu m'as posé la question avant de savoir qu'est-ce que je dirais aux personnes. Il faut essayer. En fait, il faut pas avoir de regrets. Il faut tenter. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Mais en tant qu'entrepreneur, voilà, il faut vraiment se donner les moyens et essayer et voir si ça peut fonctionner. L'autre chose qui est hyper importante, c'est le réseau. Le network, faites du réseau. Enfin, c'est vraiment essentiel aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on a des connexions, on est connecté avec les réseaux sociaux et Internet, on est connecté partout dans le monde. Et ça, c'est hyper important, en fait. Il faut vraiment faire marcher son réseau, le network, en parler autour de soi. Quand on monte une boîte, il faut pas avoir peur de diffuser, mais auprès de sa famille, de ses amis, des gens qu'on connaît pas, et puis faire beaucoup de réseaux, aller dans des soirées, maintenant ça se fait partout et c'est hyper important. On apprend énormément des autres aussi et ça c'est moi je vais dans des soirées de réseau où qui sont pas du tout dans mon domaine, mais moi c'est ce que je trouve super inspirant, c'est de voir des gens qui ont changé de vie, typiquement parce qu'à New York ça se fait beaucoup, et puis des gens qui sont dans un autre domaine mais qui auront toujours quelque chose à nous apprendre, parce que même si on ne travaille pas dans le même domaine, on fait pas le même métier, on s'apporte des choses en fait dans la manière de monter une boîte, d'un point de vue financier, d'un point de vue avec toute la paperasse qu'il y a à faire, et puis on échange. Je trouve que ça c'est essentiel. Vraiment de faire du réseau, c'est hyper important. Tentez, lancez-vous, Tribu Digital, et on ne le dira jamais assez. Réseautez, entourez-vous, allez parler aux gens, que ce soit pour découvrir des nouvelles opportunités, mais aussi pour apprendre des autres, apprendre de vos pairs. C'est vraiment très très important. Et c'est tout. Je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça. C'est le moment pour nous de faire une petite pause. On va respirer un petit peu parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Et ici, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Tu me répondras en allant à l'essentiel. Alors, que choisis-tu ?
Je pense que je vais choisir le post-cocktail. Ouais, mais l'été arrive dans ton hémisphère, donc moi je suis tout à fait d'accord. Et ici, alors voilà, nous nous retrouvons sur la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante. Il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors c'est tout. Que prends-tu comme cocktail? Moi, je prends un mojito. Mojito, ouais. Écoute, c'est ce qu'il y a de plus célèbre sur le menu, j'ai l'impression, parce que tout le monde prend un mojito, mais c'est parfait. Vrai. C'est toi qui choisis et j'adore les mojitos aussi. Donc, c'est parti. Okay. Première question avec mojito dans la main sur nos chaises longues. C'est tout. Comment gères-tu le stress et la peur? Alors, il y a beaucoup de stress dans mon métier. J'ai vu un article il y a pas longtemps, je l'ai pas lu en entier, mais je l'ai gardé, qui dit que wedding planner était un des métiers les plus stressants dans le monde après pilote de ligne et médecin, je crois. Donc, je me suis dit mais c'est ça. Donc comment je gère le stress? Je suis toujours très zen dans mes événements. Je pars du principe que je suis chef d'orchestre. Donc, si moi je suis stressée, tout le monde va être stressé. Donc, je fais vraiment en sorte de ne pas l'être. Versus dans ma vie privée, je suis beaucoup plus stressée. Donc, je pense que tout le stress de mon travail, je le déverse dans ma vie privée. Et comment je fais? Non, je prends des cours de danse. Je danse beaucoup et j'aime beaucoup. C'est pour moi un moment pour moi de stress complet. Je ne pense à rien d'autre que. Donc je prends plein de cours de danse à New York, parce que New York en plus c'est quand même chouette comme endroit pour prendre des cours de danse. Voilà, c'est mon moyen pour moi de pas stresser et d'avoir un côté très zen pour les événements en tout cas. Peut-être pas en dehors des événements, mais. Génial. Et Tribu Digital, s'il y en a parmi vous qui sont pilotes de ligne et qui envisagent une reconversion, faites attention à ce que vous choisissez. Oui, c'est ça. Wedding planner n'est peut-être pas nécessairement fait pour vous. Alors merci. C'est tout. Et non, je rigole, mais c'est très intéressant comme statistique. Alors, si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Alors, moi, j'ai lu un livre, pas forcément au début de mon activité, mais pendant il y a quelques années, j'ai lu Lean In de Sheryl Sandberg, que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est cette femme américaine qui vit en Californie et la CEO de Facebook. Donc elle a écrit Sheryl Sandberg qui est donc la Chief Operating Officer de Facebook et qui a écrit ce livre qui m'a beaucoup touchée parce que voilà c'est une femme qui a un poste vraiment très important et qui a un peu qui explique en gros son rôle de maman et son rôle de femme dans une boîte comme Facebook et voilà. Et ça, pour moi, ça a été assez marquant dans le sens où elle montre aussi toutes ses faiblesses. Elle est pas superwoman et j'ai trouvé ça bien parce que je pense qu'on attend beaucoup des femmes qu'elles sachent faire tout et qu'elles puissent tout gérer dans la vie, aussi bien perso que pro. Et elle montrait de manière très humble que non, en fait, il y a typiquement tout ce qui concernait la maison, c'était quelque chose qu'elle ne gérait pas, quoi, puisque c'était un peu compliqué d'avoir toutes ces casquettes en même temps. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que je me suis dit, voilà, ça parle aux femmes et ça permet de déculpabiliser et de permettre, de se dire. Voilà, on n'est pas toutes superwoman et que non, c'est important. Et qu'on a le droit aux erreurs. C'est important. Ouais. Alors brièvement, à quoi ressemble ta journée type? Alors ma journée type, j'ai une première journée de maman où je me lève, je gère les enfants, le départ à l'école, etc., la lunchbox. Et voilà tous les préparatifs avant de partir à l'école. Puis ensuite j'attaque mon travail à moi vers 8h généralement. Je suis déjà devant l'ordinateur. La première chose que je fais c'est je lis tous mes mails, je vais sur les réseaux sociaux, j'essaye d'être à la page sur un peu tout, je lis des articles et puis et ensuite je commence à répondre à
mes messages. J'ai aussi beaucoup de rendez-vous téléphoniques le matin parce que comme j'ai des gens d'Europe avec le décalage horaire, voilà, pour moi c'est le matin, ça correspond à fin de journée, fin d'après-midi ou soirée. Donc j'ai tous mes rendez-vous téléphoniques le matin. Et puis après tout dépend si j'ai un événement ou pas. Alors quand j'ai pas d'événement, je vais voir des prestataires, des lieux de réception. J'en profite pour rencontrer des gens, souvent l'après-midi. Et si j'ai un événement, alors là, ma journée est très différente. Je commence généralement très tôt. Je suis toujours la première personne à arriver sur le lieu de réception, que ce soit pour un mariage ou pour un événement d'entreprise. Je suis la première à arriver. Ensuite, il y a le traiteur et là, je gère tout le monde. Je m'assure que tout le monde arrive en temps et en heure. Je leur donne leur planning. Je leur dis, on revoit tout ce dont ils sont en charge. Et puis, comme je dis, je suis vraiment le chef d'orchestre, donc c'est moi qui coordonne tout le monde. Et puis après, on met tout en place. Il y a une partie déco, je mets en place la déco, j'ai mis mon équipe. Et puis après, les invités arrivent, on passe, la soirée se passe, l'événement a lieu. Et puis après, on range tout. Et puis après, je suis la dernière à partir. Une fois que tout est rangé et que tout le monde est satisfait de sa soirée, et repart. Et après le rangement. Une journée bien remplie. Voilà, généralement, c'est des grosses bonnes journées. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment ? Qu'est-ce qui m'inspire ou me passionne en ce moment ? En ce moment, je dirais... en ce moment, en ce moment, donc je suis en pleine saison d'événementiel. Donc j'ai déjà organisé 3 mariages au mois d'avril, un gala. J'ai encore plein de choses qui arrivent là pour le mois de mai. Et donc j'essaye de m'inspirer. Je suis beaucoup sur Pinterest. Et je m'inspire de plein de choses, d'images que je peux voir. Voilà, ça m'inspire tous les jours dans mon travail pour avoir des idées de décoration, de prestations. Et ensuite, moi, je suis une grande fan de photos, donc je suis pas mal de nouveaux photographes là que je découvre à travers Instagram notamment, et je me laisse pas mal inspirer par ces gens-là qui ont toujours des visions assez incroyables et qui peuvent faire des photos assez uniques. Et alors, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ? Ah oui, elle est pas facile. Non. L'éducation pour les enfants dans le monde entier. Je ferai en sorte que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation, puisse aller à l'école, notamment dans les pays en développement comme en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Je pense que c'est ce que je ferais changer, parce que je pense qu'à partir du moment où on a une éducation, on peut changer beaucoup de choses dans ces pays-là notamment. Donc c'est ce que je changerais. C'est l'éducation pour tous, ouais. Magnifique. Et Astou, on est arrivé à la fin de l'épisode. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à nos éditeurs et auditrices de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués ? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, qu'est-ce que ce serait ? Un dernier conseil, donc comme je l'ai dit, faites-le, n'ayez pas de regrets. Le réseau, oui, c'est ce qui est vraiment super important. N'hésitez pas, tentez, vraiment essayez. Enfin, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est rigolo, j'ai des wedding planners qui me contactent des fois et je sens certaines hésitantes, notamment quand elles viennent d'Europe, en me disant oui, alors on est un peu concurrente. Et je leur dis mais moi, ça me fait toujours plaisir. Si je peux aider, je réponds aux questions. Je suis pas du tout. Je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce que il y a toujours. Je vous l'ai dit, il y a des photographes, il y en a des milliers à New York, et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'essayer d'être photographe à New York. Tout le monde doit tenter sa chance. Après, il faut juste savoir. Ce qui est hyper important, c'est de se distinguer et de trouver ce petit truc qui fait que vous avez quelque chose de différent. Qu'est-ce qui est votre différence ? Qu'est-ce qui fait que plus vous qu'un autre ? Pourquoi plus
qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce qui fait que voilà, qu'on aurait envie plus de faire appel à vos services qu'au service d'une autre personne qui fait la même chose. Faut trouver cette petite chose et après rester vrai. Je pense que ça c'est hyper important. Rester soi-même, rester le faire avec son cœur et tenter, parce que je pense que c'est comme ça qu'on y arrive le mieux en fait. C'est sans détruire les autres ou ce que font les autres et vraiment être une vraie personne. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui on en a besoin. C'est vraiment très bien dit. Et voilà, et d'essayer vraiment le faire et jamais regretter, parce que voilà, si on ne tente pas, on peut pas savoir. Donc, très bien dit, vraiment, merci beaucoup Assetou d'avoir partagé tout ça avec nous. Alors, avant qu'on se quitte, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, eh bien la Tribu Digitale t'écoute. Oui, alors donc comme tu l'as bien expliqué au départ, donc maintenant j'ai 2 sociétés. J'ai New York Paris Connection, qui est donc mon agence vraiment spécialisée dans tout ce qui est événements privés et notamment mariage. Donc vous pouvez me trouver sur newyorkparisconnection.com, et j'ai fondé il y a quelques mois à peine Elegance Events New York, qui est donc une agence vraiment spécialisée dans l'organisation d'événements corporate pour les entreprises. Et donc vous pouvez retrouver le site sur elegance-ny.com, elegance-ny.com. Donc ça c'est mon site pour mon agence corporate. Et puis après, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sans aucun problème. Génial. Et Tribu Digitale, vous venez d'entendre Assetou Godissart partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Assetou dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter les pages d'Assetou sur, la première, c'est newyorkparisconnection.com, et allez voir aussi sa nouvelle entreprise, élégance-ny.com, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et voilà, et suivez-la aussi sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, on mettra toutes les références sur la page. Assetou, vraiment merci encore du fond du cœur d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Moi, je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci François, à bientôt. Voilà, Tribu Digitale, j'espère que vous avez aimé cette entrevue avec Assetou. Alors si c'est le cas, prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur la plateforme de votre choix, sur Apple Podcasts, Castbox, SoundCloud, Spotify, Deezer, etc. Ou encore mieux, inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider, ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram, Revo Digital. On est là pour vous. Vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Je vous le dis à chaque épisode, vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!